Imaginez un avenir où votre panier d'épicerie serait constamment vide et où les prix seraient astronomiquement hors de portée. S'agit-il d'un cauchemar invraisemblable ou d'un aperçu de la crise alimentaire imminente aux États-Unis? Nous plongeons au cœur des dures réalités des difficultés actuelles du secteur alimentaire et des scénarios dystopiques effrayants qui pourraient se profiler à l'horizon. Il fut un temps où faire l'épicerie était presque une pause dans le tumulte du quotidien. On déambulait dans les allées familières, on retrouvait ses produits habituels, on savait à peu près ce qu'on allait payer en caisse. Une forme de routine rassurante. Mais cette époque semble s'éloigner à la vitesse grand V. Aujourd'hui, entrer dans un supermarché, c'est plonger dans un environnement instable, où chaque visite réserve son lot de surprises. Un produit a changé de rayon. Un autre n'est plus disponible depuis des semaines. Un troisième est revenu, mais sous un nouveau format, plus petit et plus cher. Même l'éclairage, l'agencement ou la présence d'écrans tactiles à certains endroits nous donne parfois l'impression d'être dans un laboratoire d'expérimentation commerciale, plutôt que dans un lieu de consommation ordinaire. Les repères s'effritent. Les allées ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles bougent, elles s'adaptent, elles se vident, elles se remplissent, mais jamais de la même façon. Et ce changement n'est pas uniquement physique. Il est aussi psychologique. On ne va plus faire ses courses avec l'esprit tranquille. On y va avec une liste, un budget serré, parfois même une dose d'angoisse. Il faut comparer, calculer, renoncer. Dans cette nouvelle réalité, l'expérience de l'épicerie devient le reflet d'un monde qui vacille, plus complexe, plus imprévisible et de moins en moins accessible à tous. Ce qui frappe le plus dès qu'on entre dans un supermarché aujourd'hui, ce sont les absences. Ces petits vides sur les étagères, ces zones clairsemées, ces pancartes indiquant « temporairement en rupture ». On commence par s'en agacer, puis on s'y habitue, comme à un décor en perpétuelle recomposition. On se dit que ça reviendra peut-être la semaine prochaine, ou pas. On cherche des alternatives. On improvise. Mais ce n'est pas tout. Parfois, les produits sont là, mais quelque chose cloche. Ce paquet de céréales semble plus léger. Ce fromage, plus petit. Ce jus, moins rempli. Pourtant, l'étiquette de prix, elle, n'a pas rapetissé. Pire, elle a pris quelques centimes, parfois même quelques dollars. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation, une stratégie discrète mais redoutablement efficace où l'on vous vend moins pour plus, sans que cela ne saute immédiatement aux yeux. À cela s'ajoute une inflation alimentaire qui ne faiblit pas. Ce que l'on achetait autrefois pour 50 $ dépasse aujourd'hui les 70, voire les 80, pour exactement les mêmes produits. La hausse est constante, presque sournoise. On le ressent d'autant plus lorsqu'on fait les comptes à la fin du mois et qu'on se rend compte que les dépenses alimentaires ont grimpé en flèche, parfois sans que les revenus ne suivent. Et dans tout cela, c'est le sentiment d'impuissance qui domine. On a beau changer d'enseigne, courir les promotions, utiliser des coupons ou des applications de rabais, le panier moyen continue de coûter plus cher. Et les économies, quand il y en a, se font souvent au détriment de la qualité ou de la variété. Ce climat d'instabilité alimente une frustration généralisée, voire une forme de colère silencieuse. Car on a l'impression que tout augmente, sauf notre pouvoir d'achat. On a aussi l'impression d'être piégé dans un système opaque, où les règles changent constamment, mais toujours à notre désavantage. Et ce sentiment ne fait que s'accentuer à mesure que le quotidien devient une suite de compromis, de renoncements et de calculs. Derrière les chiffres, les étiquettes de prix et les hausses mensuelles des dépenses alimentaires, il y a une autre réalité dont on parle trop peu, celle du fardeau émotionnel que cela fait peser sur les épaules de millions de familles. Aujourd'hui, faire l'épicerie ne se limite plus à remplir un panier. C'est devenu un exercice de haute tension. Que vais-je devoir sacrifier cette semaine ? Faut-il renoncer aux fruits frais pour pouvoir acheter les produits d'hygiène ? Réduire les portions pour tenir jusqu'à la fin du mois ? Opter pour des aliments moins sains, mais plus abordables ? Chaque décision devient une source de culpabilité et de frustration. Pour les parents, c'est particulièrement éprouvant. Il y a cette pression constante de bien nourrir ses enfants, de leur offrir une alimentation équilibrée, variée et malgré tout joyeuse. Mais comment faire lorsque les légumes frais deviennent un luxe, lorsque les lunchs coûtent 2 fois plus cher, ou que les collations s'évaporent trop vite du garde-manger ? Certains doivent écourter les repas, d'autres sautent même un déjeuner ou un dîner pour que les plus jeunes aient assez à manger. Et cette situation, qui devrait être exceptionnelle, est en train de devenir la norme dans trop de foyers. Ce stress permanent finit par s'immiscer dans tous les aspects de la vie, dans la gestion du budget, dans les discussions de couple, dans les inquiétudes des enfants. Il engendre un climat d'angoisse silencieuse, souvent honteuse, que peu osent avouer. Parce qu'admettre qu'on peine à nourrir sa famille, dans une société d'abondance apparente, reste un tabou douloureux. Et ce malaise ne se limite pas aux revenus modestes. Même les classes moyennes, autrefois protégées, commencent à ressentir cette insécurité alimentaire rampante.
Ce sentiment que, même en travaillant dur, même en faisant attention, on n'y arrive plus tout à fait. Nourrir sa famille, ce geste quotidien jadis instinctif, est devenu un enjeu émotionnel, une épreuve mentale, un combat invisible que des millions de gens livrent en silence. Si les rayons sont vides, si les produits manquent, si les prix s'envolent, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement la faute à pas de chance. Ce sont les symptômes visibles d'un système profondément perturbé, un système qui, depuis plusieurs années, montre des signes inquiétants d'essoufflement. Tout a basculé avec la pandémie. Ce choc mondial a mis en lumière la fragilité extrême des chaînes d'approvisionnement alimentaire. En quelques semaines, on a vu des entrepôts à l'arrêt, des camions bloqués, des ports saturés, des récoltes perdues faute de main-d'œuvre pour les cueillir ou les transformer. Et depuis, la situation ne s'est jamais vraiment stabilisée. Aujourd'hui encore, les retards de livraison sont fréquents. Il suffit d'un conteneur coincé dans un port, d'un fournisseur qui fait faillite, d'un maillon qui lâche, pour que tout le reste s'effondre. Car la chaîne est tendue à l'extrême, optimisée pour le moindre coût, mais pas pour la résilience. Elle laisse peu de marge d'erreur et l'erreur, elle, est devenue quasi permanente. À cela s'ajoutent les pénuries de main-d'œuvre. Dans les entrepôts, dans les usines agroalimentaires, dans les transports, et même dans les magasins, les bras manquent. Trop peu de candidats, des conditions de travail difficiles, des salaires qui ne suivent pas. Résultat, des tâches essentielles sont repoussées, négligées, ou tout simplement abandonnées. Et ça se ressent jusqu'au consommateur, à l'autre bout de la chaîne. Dans cette mécanique grippée, ce sont les produits de base qui trinquent en premier. Les laitues n'arrivent pas à temps. Les œufs se raréfient. Le pain change de marque ou de recette, sans explication. Et dans les magasins, les employés, eux aussi débordés, peinent à répondre aux questions des clients perdus. Ce qui était autrefois une machine bien huilée s'est transformé en un système fragile, vulnérable, parfois chaotique. Et à chaque nouvelle crise, qu'elle soit sanitaire, économique ou géopolitique, c'est tout l'édifice qui vacille. Ces perturbations sont autant de signes avant-coureurs. Des alertes que l'on ne peut plus ignorer. Car elles ne sont pas accidentelles. Elles annoncent un changement de fond, une mutation du système alimentaire mondial, qui va bien au-delà des simples rayons d'un supermarché. Pendant longtemps, tout semblait aller dans le bon sens. Les supermarchés s'agrandissaient, les rayons se diversifiaient, les produits exotiques devenaient accessibles, les applications de livraison promettaient de faire nos courses en un clic. Le progrès semblait inarrêtable, et la commodité était devenue reine. Mais cette quête de facilité a un revers, et nous commençons aujourd'hui à en ressentir toute la portée. Car ce qui devait être une amélioration de l'expérience client s'est lentement mué en un piège structurel. En poussant la logique de l'efficacité à son maximum, le système alimentaire s'est rendu extrêmement vulnérable, comme une immense tour de dominos où la chute d'une seule pièce entraîne l'effondrement des autres. La mondialisation, vantée pour ses bienfaits, a aussi entraîné une interdépendance massive. Quand un ingrédient manque en Asie, c'est toute une production nord-américaine qui est paralysée. Quand un cargo se retrouve bloqué dans un canal à l'autre bout du monde, les tablettes ici se vident. La logique du juste à accent grave-temps, si rentable sur le papier, laisse peu de place à l'imprévu. Et ce n'est pas seulement une affaire de logistique. Les préférences des consommateurs, elles aussi, ont évolué dans un sens qui a renforcé cette fragilité. On veut tout de suite, au meilleur prix. Des fraises en plein hiver, du saumon à prix cassé, des repas prêts à cuire livrés à la porte. Mais cette apparente abondance repose sur un équilibre incroyablement instable, où le moindre choc peut provoquer une onde de choc mondial. Aujourd'hui, cette commodité autrefois perçue comme un progrès s'est transformée en point faible. Elle a ouvert la voie à une dépendance excessive, à une industrialisation agressive et à une perte progressive de souveraineté alimentaire locale. En clair, ce qui nous rendait la vie plus facile hier nous rend aujourd'hui plus vulnérables. Et les premières fissures de ce modèle sont désormais visibles à l'œil nu. Car les moteurs du changement ne sont plus silencieux. Ils grondent. Et parmi eux, le plus implacable, c'est le climat. Il n'est plus question de théories lointaines ni d'hypothèses pour demain. Le changement climatique est déjà là, et ses effets se font sentir dans nos assiettes, dans nos frigos et sur les étiquettes de prix des supermarchés. Les saisons ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Les vagues de chaleur records, les sécheresses prolongées, les inondations imprévisibles, les feux de forêt ravageurs, tout cela bouscule violemment l'agriculture mondiale. Des régions entières voient leurs récoltes détruites ou radicalement diminuées, alors que d'autres doivent revoir complètement leur cycle de plantation. Prenons l'exemple du blé. Un été trop sec en Europe, un printemps trop humide dans les grandes plaines américaines, et tout le marché mondial du pain, des pâtes, des céréales est affecté. Pareil pour les fruits et légumes, un gel tardif en Californie, une tempête inattendue en Floride, et voilà que les oranges, les tomates ou les avocats doublent de prix, voire disparaissent temporairement des rayons.
Et le problème ne s'arrête pas aux champs. Le climat perturbe aussi les transports. Des routes impraticables, des ports bloqués par les intempéries, des chaînes de froid rompues en pleine canicule. Chaque aléa météorologique est un nouveau caillou dans l'engrenage logistique. Même les animaux d'élevage sont touchés. Des températures extrêmes affectent leur santé, leur reproduction, leur alimentation. Résultat, moins de production, plus de pertes, et des prix qui grimpent, encore. Le changement climatique agit donc comme un accélérateur de crise. Il fragilise tout ce qui était déjà sous tension. Il transforme des déséquilibres ponctuels en instabilité chronique. Et contrairement aux crises économiques ou politiques, on ne peut pas le négocier. On ne peut pas le contourner. Chaque année qui passe, chaque degré qui grimpe, rend le système alimentaire mondial plus incertain, plus inégal et plus injuste. Et c'est bien là le paradoxe glaçant. Plus nous avons besoin de stabilité, plus la nature devient imprévisible. Alors que les enjeux climatiques fragilisent l'agriculture à la source, une autre force, tout aussi redoutable, vient perturber le chemin des aliments jusqu'à nos assiettes, la géopolitique mondiale. Chaque jour, aux quatre coins du globe, des conflits éclatent, des tensions diplomatiques s'aggravent, des sanctions économiques se durcissent. Et même lorsqu'elles semblent éloignées de notre quotidien, leurs répercussions, elles, se font sentir jusque dans les rayons de nos supermarchés. Prenons un exemple concret. Une guerre éclate dans un pays exportateur majeur de céréales. Immédiatement, les routes maritimes sont bloquées, les assurances sur les cargaisons flambent, les délais de livraison explosent. Le blé, qui coûtait quelques dizaines de dollars la tonne, voit son prix doubler, voire tripler. Et tout cela, en l'espace de quelques semaines. Une seule région du monde en crise peut suffire à créer une onde de choc planétaire. Autre exemple, des tensions entre deux grandes puissances commerciales peuvent aboutir à des restrictions à l'importation ou à l'exportation. Résultat, certains produits disparaissent des marchés, d'autres deviennent hors de prix, d'autres encore changent brutalement de provenance, avec une qualité ou une empreinte écologique différente. Ajoutons à cela les sanctions économiques, les embargos, les cyberattaques sur des ports logistiques ou des infrastructures agricoles. Et l'on comprend vite que la sécurité alimentaire dépend désormais autant des relations internationales que de la météo. Et ce n'est pas tout. Car les conflits provoquent aussi des vagues de déplacement de population, des crises humanitaires, une demande accrue d'aides alimentaires. Tout cela pèse encore un peu plus sur un système déjà sous tension. Autrefois, les conflits touchaient les peuples. Aujourd'hui, ils touchent aussi nos frigos. Ils modifient le goût, la provenance, le coût et même la disponibilité des produits les plus courants. Et tant que l'ordre mondial restera aussi instable, notre alimentation restera elle aussi précaire. Mais il y a une autre transformation, plus silencieuse, plus discrète, et pourtant profondément inquiétante. C'est la concentration du pouvoir dans les mains de quelques géants de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, une poignée de multinationales contrôle une part de plus en plus importante de ce que nous mangeons, de la production des semences jusqu'à la mise en rayon, en passant par la transformation, l'emballage et même la publicité. En surface, on a l'impression d'avoir du choix, des dizaines de marques, des centaines de produits. Mais en réalité, beaucoup appartiennent au même groupe, cachés derrière des logos différents. Cette consolidation a une conséquence majeure, la fin de la concurrence réelle. Lorsqu'un acteur détient une position dominante sur un produit, que ce soit les produits laitiers, les céréales, la viande ou même les aliments bio, il peut fixer les prix, dicter les règles et imposer ses conditions aux producteurs comme aux distributeurs. Et ce pouvoir, ces géants ne l'utilisent pas toujours pour le bien du consommateur. On observe une hausse des prix sans amélioration de la qualité. Une standardisation des produits. Une pression constante sur les agriculteurs, sommés de produire plus, plus vite, pour moins cher, sous peine d'être exclus du marché. Mais ce n'est pas tout. Cette concentration fragilise également la résilience du système dans son ensemble. Car si un seul acteur majeur connaît un problème, une cyberattaque, une faillite, une catastrophe naturelle, c'est toute une partie de la chaîne d'approvisionnement qui s'effondre avec lui. Plus il y a d'intermédiaires puissants, plus le système devient rigide, moins il s'adapte aux imprévus. Et au bout de la chaîne, il y a nous, consommateurs. Moins de diversité, moins de transparence, moins de contrôle. Et souvent, plus de dépendance envers des décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des conseils d'administration où la rentabilité prime sur l'accessibilité, la qualité ou la justice alimentaire. Alors oui, le supermarché reste rempli. Mais derrière cette façade d'abondance, c'est un monde de plus en plus centralisé, opaque et vulnérable qui se dessine. Et ce pouvoir, silencieusement accumulé, pourrait bien devenir l'un des plus grands risques pour notre souveraineté alimentaire dans les années à venir. Imaginez un supermarché où plus rien ne semble laissé au hasard. Dès que vous franchissez les portes, des caméras analysent votre comportement, des capteurs repèrent vos hésitations, et un système d'intelligence artificielle déduit instantanément ce que vous pourriez vouloir acheter. Vous passez dans les rayons,
sans parler à personne, sans sortir votre carte bancaire. Vous repartez, et votre compte est débité automatiquement. Ce n'est plus un scénario de science-fiction. C'est déjà une réalité en marche, expérimentée dans certaines grandes villes, et que de nombreuses chaînes d'alimentation cherchent à généraliser dans les années à venir. Pour beaucoup, c'est la promesse d'un futur plus pratique, plus rapide, plus personnalisé. Mais derrière cette façade technologique séduisante se cachent des enjeux profonds, voire inquiétants, qui redéfinissent en silence la manière dont nous consommons, et plus largement, dont nous vivons. Il faut bien l'admettre, l'intelligence artificielle a de quoi impressionner. Grâce à elle, la logistique alimentaire devient un chef-d'œuvre d'optimisation. Les entrepôts sont automatisés, les stocks sont gérés en temps réel, les prévisions de demande s'affinent à la minute près. Fini les ruptures soudaines de stock ou les pertes massives de denrées, l'IA promet un système plus fluide, plus écologique, plus rentable. Et du côté du consommateur, l'expérience évolue aussi. Fini les longues listes à la main, votre historique d'achat, vos préférences alimentaires, vos allergies sont analysées pour vous proposer un panier personnalisé, chaque semaine, sans effort. L'IA vous suggère même des recettes selon ce que vous avez dans votre frigo. Elle peut planifier vos repas, comparer les prix, choisir les meilleurs créneaux de livraison. Dans les grandes surfaces, l'IA gère l'agencement des produits, optimise les promotions et anticipe vos envies avant même que vous les formuliez. Tout est pensé pour que vous achetiez plus, sans perdre de temps. Et dans un monde où chaque minute compte, il est difficile de résister à une telle efficacité. Mais cette hyper-commodité a un prix. Et ce prix, souvent, ce sont nos données, notre vie privée et notre liberté de choix. Car pour que cette intelligence fonctionne, il faut qu'elle vous connaisse. Parfaitement. Intimement. Vos habitudes alimentaires. Vos horaires de course. Vos préférences de marque. Vos déplacements. Votre situation familiale. Votre niveau de revenu. Tout est analysé, trié, exploité. Et cette masse de données, si précieuse pour les algorithmes, peut aussi être utilisée à des fins bien moins nobles. Comme la discrimination tarifaire, un prix différent pour le même produit selon votre profil. Vous êtes dans un quartier aisé? Vous paierez plus. Vous êtes fidèle à une marque? On vous proposera moins de promotions. Vous hésitez trop souvent en rayon? On vous pousse une offre exclusive, en réalité plus chère que celle d'un autre client. Autre danger, la bulle algorithmique. L'IA, en vous proposant ce que vous aimez, vous enferme peu à peu dans un tunnel de choix prédéfini. Vous ne voyez plus certaines marques. Vous n'accédez plus à certaines promotions. Vous pensez faire un choix libre, mais en réalité, vous suivez le chemin tracé par l'algorithme. Et puis, il y a la question de la surveillance constante. Caméras intelligentes, microphones, analyse comportementale. Tout est fait pour vous observer, vous comprendre, vous influencer. Non pas pour votre confort, mais pour mieux vous vendre. Cette intrusion permanente transforme l'expérience d'achat en un théâtre invisible où le client devient une cible en temps réel. Dans ce nouveau monde ultra connecté, ceux qui n'ont pas accès à la technologie sont laissés pour compte. Les personnes âgées, les foyers sans smartphone, les individus peu à l'aise avec les applications ou vivant dans des zones mal desservies par Internet, tous ces profils deviennent des clients non rentables, marginalisés sans le dire. Quand tout passe par une appli, un QR code, une carte enregistrée ou une commande vocale, comment faire quand on ne maîtrise pas ces outils? On devient dépendant d'un proche ou on renonce. On évite certains magasins. On subit des prix plus élevés, faute de pouvoir accéder aux offres personnalisées en ligne. C'est là que la fracture numérique devient une fracture alimentaire. Non seulement les plus vulnérables paient souvent plus, mais ils ont aussi moins de choix, moins d'autonomie, moins de pouvoir. Le progrès technologique, censé faciliter la vie, accentue au contraire les inégalités, en créant une société à deux vitesses, celle qui maîtrise les codes et celle qui reste sur le quai. Alors, que nous réserve l'avenir? Verrons-nous d'autres États américains basculer, incapables de retenir leur fleuron industriel? Le Canada parviendra-t-il à maintenir cette dynamique sur le long terme, ou sera-t-il à son tour confronté à des contre-chocs inattendus? Une chose est certaine, nous assistons à un tournant historique. Et ceux qui sauront lire entre les lignes, anticiper ces mutations et s'y adapter en sortiront gagnants.